je ne sais pas séduire. Je ne sais pas me rendre sympathique ou attachant. Peut-être que je le suis parfois, hein. Mais 1, je l'ignore, et 2, je ne sais pas le provoquer. Et à la limite, 3, je m'en fous. J'ai conscience de ça depuis que j'ai l'impression d'avoir remarqué des gens essayer de provoquer cette séduction. Alors quels sont les points communs entre les influenceurs et les émissions de télé à 2 millions de téléspectateurs tous les soirs? Ils nous divertissent. Peut-être qu'au début on apprécie leur contenu, mais nous restons et nous consommons leur création parce que nous y sommes attachés. Ou alors nous les trouvons sympathiques. Ou en tout cas, on considère qu'ils méritent notre attention et notre temps. Bref, ils nous ont séduits. Peu importe d'ailleurs si ce qu'ils racontent est souvent très plat, ou superficiel, ou inutile, voire faux ou dangereux s'il s'agit de santé. Oui, peu importe. Parce que, je cite, la plus grande motivation de l'utilisation des réseaux sociaux est la surveillance. Alors c'est quoi la surveillance ? C'est quoi cette histoire de motivation à utiliser les réseaux sociaux ? Eh bien la surveillance, ça peut faire penser à une connotation péjorative, mais c'est simplement l'ensemble des actes par lesquels on exerce un contrôle suivi et documenté. Traduction, si l'influenceur maintient votre attention, c'est parce qu'il sait que vous avez envie de savoir ce qu'il fait. Et vous risquez donc d'en devenir dépendant, quel que soit son contenu. Alors moi, par conséquent, je me demande, en quoi ce qu'une personne nous évoque nous empêche-t-il de rester lucide sur son œuvre ? Ensuite, la morale et les qualités de l'auteur sont-elles inextricablement liées à la morale ou la qualité de son œuvre, de ses récits et de son contenu ? Autre question, est-ce que d'ailleurs la morale et les qualités de l'auteur sont-elles bien authentiques et non pas vendues et feintes par l'auteur lui-même, dans le but, conscient ou non, de nous séduire et de nous harponner ? Traduction, j'ai l'impression qu'on cautionnera assez facilement une œuvre de mauvaise qualité, par exemple une œuvre qui raconte des âneries, si on apprécie son auteur, et qu'on sera beaucoup plus intransigeant avec la même œuvre si on n'apprécie pas l'auteur. Personnellement, je pars du principe que l'appréciation du contenu de l'œuvre ne doit pas être influencée par l'appréciation qu'on a ou pas de son créateur. Je trouve d'ailleurs qu'il est très intéressant de faire l'exercice d'écouter des personnalités politiques qu'on déteste en essayant de dissocier son appréciation de la personne de l'appréciation du contenu de la personne. Et à ce sujet, j'ai l'impression d'attendre des gens une clairvoyance qu'ils n'ont peut-être pas envie d'avoir. Autrement formulé, tout le monde devrait savoir que le but des réseaux sociaux, c'est la popularité. Et que tous les moyens sont bons pour paraître sympathique et attachant, même faire croire que la conscience morale et éthique est prédominante, alors que c'est parfois faux. Conclusion, selon Gisèle Sapiro dans son livre, il conviendrait pour trancher la question de distinguer le consommateur, donc le public, qui doit rester souverain dans ses choix, des intermédiaires entre le public et l'œuvre, c'est-à-dire les critiques. Sauf que, petit problème, pour que le consommateur garde un libre arbitre et soit suffisamment éclairé dans son jugement, il est nécessaire que les critiques 1 existent et 2 soient écoutées. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des influenceurs puisque les personnes qui les critiquent ne sont ni écoutées ni visibles car moins influentes, et ce qui n'est pas le cas non plus des émissions de télévision qui ont décidé, consciemment ou non, de justement s'autoproclamer critiques ou polémistes ou analystes. Bref, comme le dit Roland Gori, dans une logique d'audimat, la société a les imposteurs qu'elle mérite.